Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Jusque maintenant, lorsque l'on pensait à l'amélioration de son patrimoine immobilier, on pensait essentiellement à l'acquisition de nouveaux biens. Mais avec l'arrivée de la loi climat, la donne change un tout petit peu. En effet, avec cette loi, il ne sera plus possible dès 2025 de mettre en location des logements avec un indice énergétique G, puis 2028 pour les F et 2034 pour les E. Alors face à ce constat, il y a un véritable enjeu pour les propriétaires et les bailleurs à remettre en état leurs biens immobiliers afin d'en assurer la location. Il est donc urgent et opportun de penser à la rénovation de vos biens immobiliers. Faire une rénovation qui permette de gagner des places dans l'échelle des indices énergétiques n'est pas un travail aussi évident qu'il y paraît. Et par ailleurs, il faut du temps pour le faire et un budget maîtrisé, Gaëtan. Absolument. Alors vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de la rénovation énergétique pour l'immobilier. Sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre projet et éviter bien sûr certains écueils. Alors pour nous parler de ces rénovations, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Corteville de l'ANA. Bonjour. Agence nationale de l'habitat. Alors Simon Courteville, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors avant toute chose, ce qui nous amène à vous inviter, ce sont ces règles qui s'imposent aux bailleurs lorsqu'ils ont un bien qui est étiqueté passoire énergétique. Donc l'histoire finalement commence par l'évaluation de ce fameux indice énergétique. Pouvez-vous rapidement nous rappeler comment il est calculé cet indice aujourd'hui, ou en tout cas quels sont les éléments majeurs de cet indice? Alors comme vous l'évoquez, l'indice est calculé. Et l'indice, en fait, qu'est-ce que ça donne in fine? Ça donne une note. Comme pour les aliments, on a ce Nutri-Score, on a la note du logement, donc qui va de A à G. Et c'est ce que vous évoquiez, donc les passoires thermiques, c'est ce qu'on considère les logements F et G. Cette note, elle tient compte de deux choses. Alors, elle est calculée, donc c'est une simulation. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur tous les paramètres, mais globalement, il y a quelqu'un qui vient chez vous et qui vérifie est-ce que les fenêtres sont isolées, les murs, quel est le type de chauffage, la ventilation, etc. et qui rentre le tout dans la machine pour derrière donner un résultat. Et elle va dépendre à la fois de ce qu'on va appeler la déperdition thermique, donc c'est-à-dire pour maintenir la température dans la pièce, combien est-ce qu'il faut chauffer. Donc c'est en kilowattheure avec des éléments techniques là-dessus qui va mesurer la perte de chaleur du logement et également de l'énergie qui est utilisée. Plus l'énergie sera polluante et moins l'étiquette sera bonne. Et donc c'est vraiment un facteur qui va regrouper à la fois le côté de l'énergie d'utilisation et cette déperdition thermique. Ok, alors si on comprend bien, cet indice est indépendant finalement du nombre d'occupants et caractérise la performance énergétique intrinsèque du bien. Hein. Exactement. Mais est-ce indépendant de la surface ou de la région, par exemple? Ça va être adapté, bien entendu. Enfin, en fait, comme l'indice à la fin... Excusez-moi, pour être encore plus précis, si je prends un bien qui a exactement les mêmes caractéristiques techniques, mais que l'on met à Menton ou que l'on met, par exemple, à Sochaux dans l'est de la France, le climat n'est pas le même et la maison de Menton pourra, par exemple, beaucoup mieux supporter une lettre plus basse. Pourtant, elles auront les deux mêmes lettres, si je comprends bien. Alors, il va y avoir une adaptation climatique et il y a une adaptation aussi par rapport à la taille du logement. Alors, puisqu'en fait, l'indice, il est calculé en mètres carrés in fine. Donc, tout est ramené au mètre carré. C'est-à-dire, on va mettre 2 fois plus d'énergie pour chauffer une maison 2 fois plus grande. Oui. Néanmoins, l'indice, il va être rattrapé au mètre carré et donc, ça va impacter parce qu'en fonction de la taille du logement, le nombre on va dire, le contact à l'extérieur va être plus ou moins grand aussi. Donc, ça va avoir un impact là-dessus et donc, cet enjeu est d'uniformiser à travers une moyenne par mètre carré. D'accord. Alors, il y a beaucoup de suspicions autour de cette évaluation. On sent bien que finalement, par rapport aux enjeux, le diagnostiqueur fait un petit peu la pluie et le beau temps, si on peut dire. Et puis, les conséquences peuvent être très, très importantes. Et puis, les méthodes, a priori, elles ont changé. Donc, est-ce qu'une évaluation qui date d'il y a 10 ans, par exemple, peut être différente et donc, est-ce que finalement, il faut absolument refaire ce fameux DPE? Et quelle confiance on peut avoir dans le DPE en question? Alors, justement, ces méthodes ont changé pour fiabiliser, renforcer, etc. Jusqu'à présent, enfin jusque juillet 2021,
il y avait un certain nombre de DPE qu'on appelait des DPE sur facture ou des DPE vierges. Parce qu'en fait, pour un certain nombre de biens, on disait, bon, on va regarder les factures. Ce qui dépendait finalement, là, très clairement, de est-ce qu'on est frileux ou pas, est-ce qu'on est à 4 ou pas, ou est-ce que finalement, on a été beaucoup présent cette année, ou est-ce qu'on a été la moitié de l'année ailleurs. Donc, l'objectif a été de tout mettre par rapport à cette performance intrinsèque, ce que vous évoquiez. Et donc, à travers cette performance intrinsèque, également d'avoir des méthodes fiabilisées. Donc, c'est bien l'enjeu. Donc, un DPE d'il y a 10 ans, aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes depuis juillet 2021 qui visent progressivement à renforcer cette fiabilité, justement, du DPE sur tous les nouveaux biens dont on a des diagnostics. Ok, alors, imaginons que l'évaluation d'un bien soit G, donc ce qu'on appelle passeur thermique, le bailleur devra procéder à des travaux de rénovation s'il veut continuer de louer son logement. Alors finalement, comment savoir quel type de travaux effectuer? Car souvent, les professionnels de confiance, il n'y en a pas nécessairement beaucoup et ils peuvent avoir des orientations qui ne sont pas nécessairement indépendantes par rapport à ce qu'il faudrait véritablement faire. Par exemple, remplacer les fenêtres, changer de chauffage, mettre une pompe à chaleur, faire une isolation extérieure ou autre. Qu'est-ce qui peut donner finalement un conseil indépendant et honnête, je dirais? Eh bien, de toute façon, la complexité que vous pointez, c'est hyper compliqué de faire des travaux. Parce que, 1, on ne sait pas forcément lesquels faire. 2, on ne sait pas forcément quelles aides. 3, on ne sait pas forcément qui appeler, comme artisan ou autre. 4, on ne sait pas par quoi commencer, etc. Bon. Du coup, l'ANA met en place le service public France Rénov', service public de la rénovation de l'habitat. Et dans service public, on entend par service public le côté neutre, gratuit, indépendant. Et c'est vraiment ces points que vous mettez en avant, cette neutralité. Donc, c'est des services, donc il y a des espaces conseils qui sont mis en place sur tout le territoire, et ça couvre aujourd'hui tout le territoire, par les collectivités, financés par l'ANA, animés par l'ANA, avec, donc on est autour de 550 espaces conseils, donc un site France Rénov', donc France Rénov' qui est le nom de ce service public, qui permet aussi de trouver des informations, mais aussi le lieu où on peut trouver un conseiller, et l'idée c'est de pouvoir avoir à travers des rendez-vous en présentiel, de poser toutes ces questions. Parce qu'on va avoir des questions qui peuvent être très différentes en fonction du bien, de savoir par où commencer, etc. Et donc, ce sujet, c'est vraiment de pouvoir s'orienter et de se dire, c'est quoi le sujet? D'ailleurs, même, comment avoir un DPE, la première question, ça peut être même celle-là. Ou alors, j'ai été appelé, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'installe ça. Est-ce que ce démarchage est bienveillant? Alors, souvent, le démarchage ne l'est pas. Mais en tout cas, poser toutes ces questions, pouvoir avoir des rendez-vous, voire même des rendez-vous sur place pour aussi pouvoir avoir ces premiers conseils et savoir est-ce qu'il faut tout changer? Est-ce que finalement, la chaudière vient de lâcher, mais comme le logement est bien isolé, on va se contenter de la remplacer? C'est vraiment de pouvoir avoir ces conseils pour démarrer le projet. Ok, donc France Rénov' pour avoir une bonne boussole par rapport à ce que l'on doit faire. Exactement. France Rénov', france-rénov.gouv.fr. Il y a également un numéro de téléphone et ça permet aussi d'aller prendre rendez-vous sur place avec des conseillers sur toute la France. C'est gratuit, allez-y. Très bien. Alors, supposons on a eu cette aide, donc du coup, quelque part, maintenant, on a un petit peu le planning ou en tout cas la roadmap qu'on doit prendre pour avancer. Forcément, on va demander des devis à certains artisans, devis qui vont être plus ou moins élevés. Face à ça, justement, est-ce que j'ai aussi une aide pour savoir quelles sont les aides dont je vais pouvoir bénéficier en regard de chacun des postes que potentiellement j'envisage dans ma roadmap? Justement, le fait d'aller voir aussi le conseiller France Rénov', c'est de pouvoir avoir des conseils techniques, financiers, mais aussi administratifs. C'est quelles sont les différentes étapes, par où commencer et comment je m'y prends. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir tout ça et de pouvoir se dire aussi quels vont être mes besoins, quelles peuvent être les aides suivant ma situation, puisque ça va dépendre. Si on est en copropriété, c'est pas exactement la même chose qu'en maison, parce que ça va pas être les mêmes types de projets, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. Et après, on arrive sur les aides. Donc on arrive avec MaPrimeRénov', donc l'aide distribuée par l'ANA. MaPrimeRénov', une aide à la rénovation énergétique qui date de 2020. Et pourquoi il y a eu MaPrimeRénov' en 2020? Alors, historiquement, je fais un peu de retour arrière, mais on était sur le crédit d'impôt transition énergétique. Le crédit d'impôt transition énergétique, c'était une aide. Alors, l'idée sur MaPrimeRénov', à l'inverse, c'est de pouvoir viser aussi quand on a le plus besoin de travaux, donc les ménages qui n'ont pas les capacités de faire les travaux, donc les ménages les plus modestes. On était précédemment à 10% des montants qui concernaient les ménages les plus modestes. On est aujourd'hui à 80% des montants et 2/3 des ménages. Donc on voit qu'on cible beaucoup plus les ménages les plus modestes qui sinon de toute façon ne pouvaient pas faire les travaux et ne les auraient pas fait. Deuxièmement, c'est de cibler aussi les gestes les plus efficaces. Le crédit d'impôt, il était finalement, il y avait un taux, c'était le même qu'on fasse
un geste efficace ou un geste très efficace. Là, l'idée, ça a été de le cibler. Et on a presque doublé le gain énergétique moyen pour chaque travaux en ciblant justement les gestes les plus efficaces. Et le troisième point, c'était d'avoir des aides aussi en même temps que la réalisation des travaux, là où le crédit d'impôt, déjà, je réévoquais les questions des ménages modestes, mais quand on ne paye pas d'impôt, on va rarement demander un crédit d'impôt. Mais aussi, on récupérait 2 ans après, une fois avoir fini les travaux, quand on faisait sa déclaration d'impôt, et l'année suivante, du coup, ça nous baissait les impôts. Donc, c'était un sujet qui était très à long terme. Donc, l'idée a été vraiment de revoir ça avec une aide qui est ouverte à tous, occupants, quand on occupe son logement, bailleurs, pour louer le logement, mais également en copropriété. Et quand on dit en copropriété, c'est pour les travaux qui vont être réalisés en assemblée générale de copropriété, de l'isolation par l'extérieur, de la chaudière collective, etc. Donc voilà, ça a été vraiment la logique de MaPrimeRénov', avec toujours ce niveau. En fait, on ne rentre pas dans MaPrimeRénov', on rentre dans un projet de travaux, on va avoir un conseiller, France Rénov', on est conseiller, et après, par rapport à son projet, on sait comment est-ce qu'on va aller mobiliser MaPrimeRénov', est-ce qu'on va aller plutôt sur tel geste, est-ce qu'on va faire un projet global avec cet enjeu d'aller faire le plus en plus des projets globaux. C'est ça qui permettra de passer d'une étiquette G à une étiquette la meilleure possible. Petite question complémentaire. Qui peut bénéficier de ces aides ? Je comprends qu'a priori, tout le monde peut en bénéficier, mais est-ce qu'une société civile immobilière, par exemple, peut en bénéficier ? Alors, les aides MaPrimeRénov' sont en train d'être renforcées très fortement pour janvier. Il y a des cas qui vont être un peu différents, suivant si on est en copropriété, son logement, etc. Et on va avoir une communication spécifique par les ministres, donc je ne peux pas vraiment m'avancer avant dans les semaines qui viennent, justement, sur ces aides aux propriétaires bailleurs. Donc, tous les éléments seront précisés là-dessus. OK. Alors, venons-en maintenant un petit peu aux difficultés sur ces aides. En particulier, on a pas mal d'artisans qui vendent des prestations en affirmant du coup qu'elles ne coûteront pas grand-chose grâce à MaPrimeRénov'. Alors, on entend effectivement un petit peu parfois le fait que ça semble quand même assez compliqué, assez long de justement bénéficier de ces aides. Il y a certaines personnes qui parlent de ma déprime-rénov'. C'est drôle. Oui, bah oui. Donc, qu'en est-il réellement, et est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que c'est vraiment un volume important, ou est-ce que c'est finalement une portion congrue? Alors, il y a beaucoup de demandes MaPrimeRénov'. On était autour de 700 000 l'année dernière. Ah oui. Dossiers, et on est à 25 000 dossiers qu'on traite par semaine. Donc on est à 25 000 dossiers par semaine. Aujourd'hui, on estime que le stock de dossiers sur lequel on a des difficultés, etc., est autour de 2500. C'est un stock, des dossiers, avec des dossiers qui en sortent tous les jours, et d'autres qui peuvent en rentrer, et on est à chaque fois dans des cas très spécifiques. Alors forcément, j'ai envie de dire, on entend plus facilement parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Après, notre enjeu, c'est vraiment de résoudre au maximum. Il y a plein de blocages qui s'expliquent pour des raisons qui peuvent être multiples. Et vraiment plein de types de, finalement, des mentions qu'on ne comprend pas trop sur les devis, ça peut être des sujets... Enfin, il y a plein de types, et ces dossiers, la difficulté, c'est qu'il faut les prendre un par un en les réglant, et que ça peut être long. Donc, il peut y avoir, pour certains types de... quand on est dans ces cas-là, pour certains types de dossiers, etc., forcément, c'est une problématique quand on réalise des travaux et qu'on veut avoir une aide. Après, notre enjeu, c'est vraiment de les traiter. Donc, on les traite un à un, mais des fois, du coup, sur ces dossiers sur lesquels il y a des difficultés, dans les 25 000, il y a un peu de latence. Il y a un peu de temps, et notre enjeu, c'est de forcément nous améliorer en continu pour faire au mieux. Mais voilà, donc en tout cas, le sujet, c'est on voit et on fait des enquêtes là-dessus. On est entre 85 et 90% de satisfaction par rapport aux ménages une fois qu'ils aient réalisé les travaux, tant sur les travaux que sur le bénéfice de l'aide. Alors, il reste toujours à nous améliorer, bien entendu. Mais on voit que quand même, globalement, allez-y, vous pouvez avoir recours à MaPrimeRénov', et on a délivré plus de 700 000 aides l'année dernière. Avec un autre point que j'aurais à dire également, c'est que l'aide, elle est en 2 temps. Avant les travaux, on va demander l'aide, ce qui sécurise aussi sur le fait que le projet soit éligible. Le contrôle, on le fait avant. Voilà, et pas après en disant « Désolé, ce n'était pas éligible parce que vous n'aviez pas le... » Donc notre enjeu, il est vraiment là aussi pour sécuriser au maximum. Oui. On a plein de questions encore, rapidement. Supposons que nous avons un propriétaire qui peut décider de faire ses travaux pour continuer à louer son bien en attendant cette aide, mais qui la touche finalement tardivement. Donc, quelque part, il faut quand même être motivé pour réaliser tous ces travaux, pour conserver le bien. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec toutes ces contraintes, avec un calendrier assez serré, je l'ai évoqué en introduction, qui plus est dans un contexte inflationniste, à la fois
pour les artisans, mais aussi par rapport aux équipements et aux matières premières qui sont demandées pour réaliser ces travaux, eh bien, tout le monde sera sollicité en même temps, donc ça va conduire encore à ce que les prix augmentent, et finalement, peut-être que les investisseurs se disent, bon, finalement, c'est bien compliqué, je vais revendre mon bien, et au final, eh bien, ça conduira à ce que les gens aient encore plus de difficultés à se loger, ce qui est finalement un sujet de tension. Finalement, en France, les gens n'ont pas tous à se loger, et est-ce qu'on n'a pas, finalement, dans ce cas-là, c'est une question un peu polémique, mais est-ce qu'on n'a pas, finalement, la démonstration ici que le mieux est l'ennemi du bien? Alors, il va falloir rénover le parc, et je vais le retourner dans l'autre sens sur cette interdiction également. On est face à des ménages, notamment modestes, qui, en tant que locataires, payent des factures d'énergie très importantes. On est dans un cadre d'inflation, vous avez évoqué, guerre en Ukraine, électricité qui augmente, etc. Et on est face à un enjeu, par rapport à ça également d'un point de vue sobriété énergétique, mais d'un point de vue souveraineté. Il y a l'enjeu climatique, il y a l'enjeu de moins dépendre des importations et ces éléments-là. Si on ne rénove pas le parc, à la fois climatiquement, on a des enjeux, mais par ailleurs, pour les ménages les plus précaires, on voit qu'on est dans une précarité et des risques là-dessus qui sont pointés dans tous les débats là-dessus, où on a cet enjeu, justement, également de pouvoir payer moins de factures. Ça se pose qu'on soit occupant ou qu'on loue. Le deuxième point, c'est que de toute façon, c'est une obligation qui arrive et qui incite et qui lance vraiment la dynamique. On le voit sur les copropriétés, par exemple, il y a un nombre de copropriétés. Chaque année, ça augmente, et les espaces conseils France Rénov' que j'évoquais nous pointent cette augmentation massive tous les ans. Et par ailleurs, cette rénovation, c'est une amélioration globale du logement. Et en général, je veux dire, et moi le premier, si je fais des travaux, je ne vais pas le faire que d'un point de vue thermique. J'achète un logement, je vais faire des travaux, et du coup, c'est là où il faut intégrer cet élément-là, cet élément de valorisation. Les passoires thermiques, souvent les plus dégradés, ont des enjeux où, globalement, ce n'est pas les logements forcément les mieux rénovés. Donc, il y a cet enjeu d'attractivité, de revalorisation du bien, et cet enjeu également financier, puisqu'il y a eu des études qui montraient également que les passoires thermiques risquaient de décrocher d'un point de vue prix d'immobilier. Non pas tant parce qu'en investisseur, on se dit qu'il faut louer, mais également parce qu'en occupant, on ne le regardait pas il y a 2-3 ans. Quand on achète un logement pour l'occuper, on réfléchit beaucoup plus qu'avant à combien on va payer d'énergie. Donc, de toute façon, cette rénovation, il va falloir la faire. Alors, on parle beaucoup de rénovation, donc on parle quelque part derrière, il y a les artisans qui sont en toile de fond. Alors, on a tous en fait en tête les galères qui peuvent arriver avec ces différentes professions, des devis abusifs, des délais non respectés, des acomptes qui sont très très importants avant même d'avoir commencé les travaux, voire ceux qui finissent pas. Est-ce que l'ANA aide aussi à faire un petit peu le ménage dans ce milieu, ou en tout cas apporte un soutien, un support pour garantir justement une certaine sérénité aux différents clients qui viennent et qui veulent justement rénover leurs biens? Alors bon, il y a les artisans où on peut avoir des difficultés. Après, tous les travaux réussis ont été faits avec des artisans avec qui ça s'est bien passé en parallèle. Donc on a le sujet aussi de comment bien choisir un artisan, d'éviter ce démarchage, ce risque aussi démarchage abusif, fraude, etc. Enfin, il y a tous ces enjeux-là. Et je réévoquais France Rénov', vraiment les conseils de comment trouver, comment aller voir plusieurs artisans, comparer, challenger. Et puis quand on a vu un conseiller France Rénov' avant qui va vous dire pensez à ça, permet de poser la question. Et c'est vraiment de le sentir, de comparer et d'aller voir 2-3 artisans, 2-3 devis, etc. Il n'y a pas vraiment de panel d'artisans. France Rénov' en fait donne un peu des tips, des conseils, mais il n'y a pas vraiment un panel d'artisans vers lequel France Rénov' va systématiquement orienter. Nous, on oriente vers les artisans qui sont labellisés RGE. C'est nécessaire pour avoir l'aide, donc reconnu garant pour l'environnement. Après, on est sur un libre choix du ménage. Bien sûr. Forcément, on ne peut pas dire au ménage prenez tel ou tel artisan. On peut lui dire comment choisir, comment bien regarder, se poser les bonnes questions. Et c'est tout l'enjeu sur France Rénov'. Voilà. Alors passons maintenant à la question du mois qui nous est posée par Frédéric de Montluçon. Il semble, donc Montluçon a priori dans le centre de la France, donc ni à Sochaux ni à Menton. Il semble possible d'améliorer l'indice énergétique d'un logement en réalisant des travaux, somme toute assez importants. Pensez-vous que l'on puisse amener des logements anciens classés G jusqu'à des niveaux A ou B? L'exercice a-t-il, selon vous, des limites? Alors déjà, on a les limites de comment on commence, par quel bout on prend le projet. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut, dans chaque situation, réussir à réfléchir et à se dire, à faire le maximum par rapport à ce qu'on peut faire à notre étape de vie, etc. Quand on est dans un logement globalement déjà isolé,
que la chaudière a lâché, qu'on était sur une chaudière fuel ou gaz, l'enjeu, il est vraiment de décarboner. Et c'est vraiment, c'est comme passer de la voiture électrique, de la voiture thermique à la voiture électrique. On continue de rouler, mais on pollue beaucoup moins. Si on est sur un projet où on se dit qu'on va faire des travaux, c'est là où il faut le réfléchir de manière globale. Dans l'idéal, on va jusqu'au bout, on atteint l'étiquette AB. Après, dans certains cas, on sait que ça peut être compliqué, et dans les régimes d'aide qu'on met en place, on a fixé une première étape qui est de se dire, on va être accompagné, et la première étape, c'est d'augmenter la lettre de 2. L'idée, c'est de le comprendre, de se dire, on est en G, il faut au moins aller en E, mais l'avoir avec cet accompagnement pour se dire, ok, je sais que c'est pas parfait, mais j'anticipe, et je sais que quand je referai des travaux, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, j'ai pas eu le temps de faire la chambre ou l'isolation, mais je le ferai la prochaine fois. Et voilà, en tout cas, de le réfléchir avant de s'engager dans ce projet de travaux. Eh bien, Simon Courteville, merci beaucoup. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes responsable rénovation énergétique et politique sociale à l'ANA. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.